La rouille, on la connaît bien, on la voit partout, sur les vieilles voitures, les clôtures, les outils. C'est tellement familier qu'on y fait à peine attention. Mais en fait, derrière cette couleur ocre, il y a une véritable bataille chimique invisible, une sorte de vol silencieux de particules minuscules. Et pour bien comprendre cette force, on va se pencher sur un cas d'école, un exemple très célèbre où tout ça a failli tourner à la catastrophe. Et oui, cette question cache une histoire assez fascinante, un mélange de chimie, d'ingénierie et d'un énorme défaut de conception en plein cœur d'un des monuments les plus connus au monde. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà, tout est dit. La clé est là. La construction même de la statue, c'était une véritable bombe à retardement. Les concepteurs ont mis deux métaux, le fer et le cuivre, en contact direct. Et pas n'importe où. Dans l'environnement parfait pour un désastre, c'est-à-dire l'air marin de New York, plein d'humidité et de sel. Ok, alors plongeons un peu dans le détail. Comment est-ce qu'une simple association de métaux a pu devenir une menace aussi grave? Donc on a d'un côté un squelette en fer qui, on le sait, rouille assez facilement, et de l'autre une peau extérieure en cuivre, bien plus résistante. Le problème, c'est que les deux se touchaient directement, et le tout baignant dans un cocktail d'eau, de sel et même de vapeur un peu acide. C'était vraiment la recette parfaite pour une corrosion ultra rapide et destructrice. Mais pourquoi? Quel est le mécanisme qui se cache derrière ça? Pour le comprendre, il faut descendre à l'échelle de l'atome et s'intéresser à un processus fondamental que les chimistes appellent une réaction d'oxydoréduction. C'est lui, le vrai coupable dans toute cette histoire. Bon, ça c'est la définition un peu formelle. Mais on peut imaginer ça beaucoup plus simplement. C'est comme un échange, un deal de particules microscopiques qu'on appelle les électrons. Il y a une espèce chimique qui en perd et une autre qui, du coup, en gagne. Ça, c'est la première moitié de la réaction. Une espèce chimique perd des électrons. C'est ce qu'on appelle l'oxydation. Le métal qui rouille, par exemple, il subit une oxydation. Et voici la deuxième moitié, forcément. C'est l'espèce qui gagne les électrons que l'autre vient de perdre. Ça, c'est la réduction. En fait, ces deux processus vont toujours de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, pour résumer, le point crucial à retenir, c'est ça. L'oxydation, c'est une perte. La réduction, c'est un gain. L'élément qui se fait piquer ces électrons, on l'appelle le réducteur, et le voleur, c'est l'oxydant. Toute cette dynamique, c'est vraiment le cœur du problème de la corrosion. Bon, maintenant, passons de la théorie à la pratique. Comment est-ce que cette histoire de vol d'électrons explique concrètement que le fer de la Statue de la Liberté se décomposait? Alors, la réponse se trouve dans une sorte de hiérarchie. Tous les métaux ne sont pas égaux face à ce vol d'électrons. Certains sont, disons, beaucoup plus généreux. Ils sont plus prêts à donner leurs électrons que d'autres. Cette petite échelle nous montre bien cette hiérarchie. Plus un métal est haut dans la liste, plus il donne facilement ses électrons. Et là, on voit très clairement que le fer est bien plus réactif que le cuivre. Et ça nous explique tout le problème de la statue. Quand le fer et le cuivre sont en contact avec de l'humidité, c'est le fer qui est plus réactif qui va jouer le rôle de réducteur. Il s'oxyde, il perd ses électrons, bref, il se corrode. Et tout ça au profit du cuivre. Le squelette en fer était littéralement en train de se sacrifier pour la peau de cuivre. Une simple expérience avec des clous le prouve. Pour que le fer rouille, il faut absolument deux ingrédients, de l'eau et de l'oxygène. Si on enlève l'un des deux, il ne se passera rien. Et si on ajoute du sel, alors là, on accélère la réaction de manière spectaculaire. C'est pile l'environnement de la Statue de la Liberté. Comprendre le problème, c'est une chose. Mais comment on le résout? Heureusement, la science nous donne plusieurs stratégies pour combattre ce fameux voleur d'électrons. La méthode la plus simple, la plus évidente, c'est de créer une barrière physique. La peinture sur une carrosserie ou l'huile sur une chaîne de vélo, ça n'a qu'un seul but, empêcher l'eau et l'oxygène d'entrer en contact avec le métal. C'est une technique simple que même les Romains utilisaient déjà. Mais il y a une méthode bien plus maligne, une approche qui en fait retourne la science de l'oxydoréduction contre elle-même. Le concept est vraiment fascinant. Si on sait qu'un métal va de toute façon se faire voler ses électrons, pourquoi ne pas lui donner une sorte de garde du corps qui serait encore plus prêt à se faire voler à sa place? C'est ça le principe de l'anode sacrificielle. Un métal se sacrifie pour en protéger un autre. Et le processus, c'est d'une efficacité redoutable. On prend l'objet en fer qu'on veut protéger et on vient fixer dessus un morceau de zinc qui est plus réactif. Quand les conditions sont réunies pour la corrosion, c'est le zinc qui va s'oxyder. C'est lui qui perd ses électrons, qui se corrode, et pendant ce temps-là, le fer, lui, reste parfaitement intact. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre mystère de départ. Lors de la grande restauration de la statue dans les années 80, les ingénieurs ont utilisé précisément cette méthode. Ils ont isolé le cuivre du fer et ils ont installé des anodes sacrificielles en zinc pour protéger toute la structure. Maintenant, le voleur d'électrons s'attaque au zinc et il laisse le fer tranquille. Au final, ce qui commence comme une simple observation, la rouille sur un clou, se révèle être un principe fondamental.
Comprendre cet échange invisible d'électrons, c'est crucial pour construire des ponts, des navires, des voitures, bref, pour préserver une bonne partie de notre monde moderne. Toute cette histoire nous montre bien qu'une toute petite réaction chimique, un simple transfert d'électrons, peut avoir des conséquences monumentales. Et ça amène une question intéressante. Combien d'autres forces comme ça, fondamentales et invisibles, sont à l'œuvre tout autour de nous, en train de façonner notre réalité, sans même qu'on s'en rende compte ?